Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elskar pour l'épisode 53 de Parlons Constitution. On termine sur le thème des élections, on va parler des conditions pour un vote libre. On a vu le mode de scrutin, on a vu qui peut voter, on a vu les conditions d'éligibilité, on a parlé du vote blanc et du vote nul, mais on n'a pas vu toutes les conditions pour un vote libre. Donc pour bien voir, bien comprendre quelles sont les conditions pour un vote libre, il faut d'abord rappeler ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc qui peut voter, ça c'est important, c'est ce qu'on a vu à l'épisode 50, le suffrage est à peu près capacitaire, sauf pour la protection du peuple, de la citoyenneté et des droits fondamentaux, donc pour l'élection du président de la République, qui est le garant de la Constitution, des droits fondamentaux, de la citoyenneté, du peuple, de plein de choses. Bref, je ne m'attarde pas là-dessus, ce n'est qu'un rappel. Le suffrage est direct, donc pourquoi? Pour l'égalité entre les votes de tous les votants, pour la simplicité bien sûr, le consentement et la confiance envers les citoyens. Pas de vote collectif, car il y a des problèmes d'influence et de représentation inéquitable, notamment à cause de figures d'autorité qui, dans les groupes, pourraient influencer justement le vote collectif, et il y aurait plus du coup d'égalité entre les différents votants qui font partie de groupes plus ou moins hétérogènes. Parlons maintenant des conditions d'éligibilité, ce qu'on avait vu à l'épisode 51. Pour être éligible, il faut être électeur, candidat sans peine d'inéligibilité ou sans avoir de fonction inéligible, comme par exemple le préfet, défenseur des droits, etc., etc. Être candidat dans une seule circonscription ou sur une seule liste. Avoir un suppléant, sauf pour le président de la République qui n'a pas besoin de suppléant, et un compte de campagne. Aussi, il faut pour les élections locales résider dans la collectivité territoriale dans laquelle on se présente, et pour le président de la République, il faut des parrainages citoyens et des déclarations d'intérêt, de patrimoine, d'activité, donc les détails sont dans l'épisode 51. Ensuite, on a vu, faut-il compter les votes blancs et nuls à l'épisode 52? On a dit oui pour les votes blancs, car le sens retenu du vote blanc, selon moi, c'est le rejet de la question, le rejet des options, le rejet des candidats. Et donc, si on prend en compte les votes blancs, il faut dire que la majorité des votes blancs, enfin selon moi toujours, on revote avec d'autres options. Il faut que ce soit effectif. Si on prend en compte les votes blancs, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, on revote avec d'autres options s'il y a une majorité de votes blancs. Sauf pour tout ce qui est scrutin proportionnel, parce que là, c'est compliqué, il y a différents problèmes, notamment le fait que si on revote avec d'autres candidats, eh bien il n'y a plus de candidats, puisqu'en principe, avec une proportionnelle, à peu près tous ceux qui veulent candidater ont pu candidater et ont eu intérêt à le faire. Même si bien sûr, comme il y a un seuil à dépasser, il y a peut-être des petits partis qui ne se sont pas présentés, mais si on fait un revote avec d'autres candidats pour le vote à la proportionnelle, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Donc c'est pas une bonne idée, Et aussi, les votes nuls. Alors les votes nuls, pour moi, ils sont considérés comme des erreurs, donc non, on va pas comptabiliser les votes nuls. Et pareil pour l'abstention. Pourquoi pour l'abstention? Parce que c'est de la non-participation. On peut les compter à titre statistique, à titre informatif, mais pas pour les résultats des élections. Et cette question-là des votes blancs et des votes nuls, ça s'applique aux élections, mais pas que aux élections, ça s'applique aussi au référendum, bien évidemment. Donc ce qui est important ici, ce sont les conditions pour être électeur et pour être éligible, puisqu'on va en reparler un tout petit peu durant l'épisode, mais il est temps de voir quelles conditions pour un vote libre, on peut enfin entrer dans le vif du sujet. Donc, quelles conditions pour un vote libre? D'abord, avoir un vote personnel, égal et secret. Je l'ai déjà dit, le vote est individuel, il est personnel. En effet, il faut éviter la pression du groupe sur le vote de chacun, donc on ne fait pas de vote collectif. En fait, ça limite l'influence des figures d'autorité, comme je l'ai déjà répété précédemment, et le vote collectif, en fait, c'est de l'inégalité, et le vote n'est pas réellement libre à cause justement de ces figures d'autorité, de la pression entre les membres, des effets de groupe qui peuvent avoir lieu, du regard des autres, qui d'une certaine manière, va nous juger, va juger son propre vote, va juger la participation, et donc sur des gros groupes, c'est un peu limite, et aussi, quel vote collectif? Un vote par famille, un vote par village, un vote par canton, un vote... Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait le vote collectif? Il y a aussi cette question-là, qui peut créer de l'inégalité. Et bien sûr, ce qui est le plus important, c'est la pression du groupe, l'influence des figures d'autorité qui pose un problème sur la liberté du droit de vote de chacun. En fonction de dans quel groupe on est plus ou moins libre, hein. Si une figure d'autorité est très forte, ça peut nous contraindre. Donc non. Pas de vote collectif, un vote individuel et personnel pour que chacun ait un vote libre et un vote égal. Le vote est égal justement parce qu'il est personnel, chaque électeur a une voix, sauf bien sûr dans le cas de la procuration, mais la procuration c'est spécial, c'est quelqu'un qui autorise quelqu'un d'autre à voter en son nom,
Et bien évidemment, le nombre de procurations doit être limité en nombre pour éviter un vote collectif. Car sinon une figure d'autorité pourrait imposer aux membres de son groupe, à ses pairs, à sa famille, à ses collègues, peu importe, on s'en fiche, mais en tout cas pourrait imposer des procurations pour faire en quelque sorte un vote collectif à leur place, et donc leur vote ne serait plus libre. Non, la procuration, c'est vraiment limité, et c'est bien la personne qui fait procuration, qui fait les démarches, pour que quelqu'un d'autre puisse voter en son nom. Donc pourquoi le vote doit être égal, c'est pour éviter aussi des manipulations techniques et juridiques qui favoriseraient certaines personnes ou certains votes. Oui, on va pas faire des électeurs qui ont 1,5 voix, qui ont 2 voix, qui ont 3 voix. Pourquoi? Parce que, je sais pas, ils ont plus de niveau de diplôme, parce qu'ils sont plus riches, parce qu'ils ont une meilleure situation familiale, j'en sais rien, peu importe, on s'en fiche. Non, chaque électeur, chaque personne, chaque individu a une seule voix dans une élection, dans un vote. Le vote est égal. Car oui, ça pourrait se justifier d'avoir une pondération en fonction, je sais pas, du niveau de diplôme. Ça pourrait justifier, on pourrait l'entendre. On pourrait en débattre. Mais en fait, c'est un gros risque, car si on commence à autoriser ça, il peut y avoir ensuite des manipulations techniques et juridiques de la part d'un gouvernement qui veut rester au pouvoir pour faire en sorte que telle population qui lui est favorable obtienne plus de voix que celles qui lui sont défavorables. Et c'est en partie pour ça que le vote est égal. Je dis en partie car il y a aussi une question philosophique de dire que chaque individu est l'égal de l'autre, chaque humain est libre et égal en droit, et donc d'un point de vue philosophique c'est pour ça qu'on n'a pas de vote collectif, qu'on a un vote personnel, et c'est aussi pour ça qu'on a un vote égal. Et pour qu'il soit réellement libre, il faut qu'il soit secret, évidemment. S'il n'est pas secret, on a de l'intimidation, on a de la pression, directe ou indirecte, sur les individus. Oui, si la personne ne peut pas voter en toute discrétion, doit voter devant tout le monde avec la pression des regards sur son vote, sur pour qui est-ce que la personne va voter, alors oui, la personne ne sera pas libre. Car on pourra lui reprocher ensuite, d'avoir mal voté, ou on pourra lui dire, si son vote n'est pas secret, on pourra lui infliger des sentences, des punitions, qu'elles soient sociales ou physiques, dans les dictatures, quand on n'a pas voté correctement et que le vote n'est pas vraiment secret, on peut, être tué, dans certaines dictatures dans l'histoire, ça s'est passé, malheureusement. Donc le vote doit vraiment être secret, on ne doit pas pouvoir savoir pour qui la personne a voté. Donc ça implique un vote sécurisé mais intraçable dans l'isoloir, avec un bulletin secret dans une enveloppe, un bulletin qui n'est pas numéroté, une enveloppe qui n'est pas numérotée évidemment. Les isoloirs sont bien isolés, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout dedans. Les rideaux sont bien opaques, bref, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans l'enveloppe, et on ne pourra pas ensuite retracer via des empreintes ou quoi que ce soit. Bref, on ne retrace pas les empreintes pour retrouver la personne, on n'essaie pas de retrouver l'enveloppe de la personne pour savoir pour qui elle a voté, non, ce n'est pas possible. Le vote est sécurisé parce qu'on a bien une signature quand la personne met une enveloppe dans l'urne, mais on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et c'est comme ça, puisque toutes les enveloppes sont pareilles, qu'on ne peut pas ensuite distinguer qui a voté quoi. Enfin, normalement, vous connaissez le principe, si vous avez déjà voté, vous savez comment est-ce que ça se passe, et vous comprenez l'importance du vote secret, car ensuite, c'est à vous de révéler ou non, en mentant ou pas, en disant la vérité ou pas, votre vote. Si vous le voulez. À qui vous le voulez. Quand vous le voulez. Vous faites ce que vous voulez après. Mais il est secret. Personne ne pourra être sûr de ce que vous avez voté. Jamais. C'est important pour votre sécurité, et pour la liberté de votre vote. Si quelqu'un vous demande et que vous voulez pas dire pour qui vous avez voté, vous avez tout à fait le droit. Le vote est secret. Il est individuel, égal, vous avez le même droit de vote que les autres, le même nombre de voix, et il est secret. Alors ça paraît déjà excellent, le vote est personnel, égal et secret, oui, super, donc le vote est libre. Mais en fait, c'est pas suffisant, il y a encore plein d'autres choses, des conditions juridiques et techniques en plus qui sont nécessaires. Des procédures uniformes et définies clairement et préalablement, évidemment. Si quand vous allez voter, la procédure est différente, et vous savez plus ce que vous devez faire. Ou bien si c'était pas clair et pas défini au préalable, qu'est-ce qui se passe ? Le jour du vote, il y a des gens qui changent les règles. Et donc votre vote ne vaut plus la même chose, il n'est plus pris en conscience. Le vote n'est plus libre si les procédures ne sont pas uniformes, partout pareil, car oui, si, bien sûr, dans un bureau de vote, quelqu'un vote d'une certaine manière et que c'est interprété différemment que le même vote fait dans un autre bureau de vote, oui, il y a un problème. Les règles, les procédures, tout ce qui concerne le vote doit être prévu à l'avance, uniforme pour tous les bureaux de vote et défini bien clairement. On ne change pas au cours du vote ou après pour changer les résultats, non. La procédure, la méthode de décision, comment est-ce qu'on vote, qui sont les candidats, tout ça c'est prévu à l'avance. Et c'est clair, et c'est partout pareil. Je dis partout pareil, bien sûr, les candidats sont pas les mêmes quand il y a des circonscriptions différentes, quand c'est des élections locales, mais la procédure est la même.
Donc ça c'est très important et on l'oublie bien souvent. Autre chose qui est important, c'est que le droit de vote soit accessible à tous. Et évidemment, parce que si on peut pas obtenir le droit de vote, comment est-ce qu'on fait pour être libre de voter? C'est logique. En fait, le droit de vote doit être accessible à tous, ou les conditions d'accès au droit de vote qui doivent être accessibles à tous. Et gratuitement, évidemment. Si c'est payant, c'est que c'est pas accessible à tous. Donc comme pour moi, les citoyens actifs doivent avoir de l'intérêt pour le politique, j'ai pensé à un test de l'intérêt pour le politique, et il est accessible à tous, en mairie ou salle communale, et évidemment, l'instruction est gratuite de telle manière que tout le monde, arrivé à sa majorité, en tout cas on l'espère, puisse savoir lire, écrire, compter, la base quoi, pour réussir un test de l'intérêt pour le politique. Et le test est accessible à tous, en mairie ou salle communale, tout comme les questions, tout comme les réponses, et les justifications des réponses. Toute personne qui souhaite s'intéresser à la politique, qui souhaite s'impliquer, peut, en passant un peu de temps à étudier les réponses et les questions, réussir le test de l'intérêt pour le politique. Donc, oui, le droit de vote est accessible à tous. Ou les conditions d'accès sont accessibles à tous. Et j'ai pas besoin de vous rappeler pourquoi c'est important, si on ne peut pas accéder au droit de vote, on ne peut pas être libre de voter. Aussi, il faut pouvoir accéder à la candidature. Tous les électeurs doivent avoir accès à la candidature. Il peut y avoir des petites conditions en plus, mais tous les électeurs doivent être éligibles. En principe, car attention, conditions supplémentaires, les conditions supplémentaires pour candidater ne doivent évidemment surtout pas être d'une discrimination raciale, ethnique, sexuelle, de genre, religieuse ou politique. Pas de discrimination là-dedans. Une discrimination, comment je peux le dire, locale. Pour ceux qu'on fait de la sociologie, je dirais d'autochtonie. Oui, il faut résider dans la collectivité territoriale dans laquelle vous candidatez. Ça paraît logique. Mais c'est tout. Pareil, pour devenir candidat à la présidentielle, il faut réunir des parrainages, mais c'est pas une nature discriminatoire, et c'est des conditions qui doivent être clairement établies à un niveau suffisamment supérieur par une loi organique par exemple, ou même par la Constitution directement, et ça ne doit pas plus contraindre la possibilité de candidature de tous les électeurs. Bref, l'éligibilité, on en a déjà parlé, on va parler d'autre chose, c'est l'administration électorale. Oui, elle doit être indépendante, notamment du gouvernement. Sinon, il peut y avoir des manipulations, des votes qui ne sont pas cotés, mis de côté, des bourrages d'urnes, des manipulations de résultats, c'est-à-dire que il y avait 50% pour telle personne, on va augmenter l'autre de 10, 15%, voilà, ni vu ni connu, de toute façon c'est moi qui dirige l'élection, c'est moi qui fais ce que je veux, et hop, à la fin on se retrouve avec un président élu à 99% des voix. Bon, ça n'a aucun sens. L'administration électorale doit être indépendante, et surtout indépendante du pouvoir en place de façon générale. Car c'est bien évidemment le pouvoir en place qui a le plus intérêt à manipuler les élections pour rester au pouvoir. Et c'est surtout celui qui a le plus de pouvoir, le plus de force pour manipuler les élections. Bien entendu, il y a d'autres petits partis, d'autres partis qui concourent, qui peuvent être forts avec des milices, qui peuvent essayer de manipuler les élections. Mais non, l'administration électorale doit être indépendante. Et pour aller avec ça, il doit y avoir un dépouillement transparent, les observateurs transparents, des personnes, dans le quartier, qui vont venir dépouiller, ce ne sont pas des personnes choisies par le pouvoir, ce sont des citoyens, comme vous et moi, qui vont se porter volontaires pour procéder au dépouillement. Car sans ces observateurs indépendants, sans ces observateurs transparents, on peut avoir des manipulations avec des votes qui sont pas comptés, des votes qui sont mis sous le tapis, tout simplement, des votes qui sont mal lus, mal interprétés exprès par des personnes malveillantes. Donc ça c'est important, mais il y a encore plein d'autres choses. Évidemment, les bureaux et matériels de vote doivent être accessibles. Je pense aux bureaux, bien évidemment, ils doivent être accessibles et inclusifs, notamment pour les personnes en situation de handicap. Car si on ne peut pas accéder à son bureau de vote, comment est-ce qu'on fait pour voter, pour avoir un vote libre? Et aussi, si le bureau de vote il est à 100 km, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait des bureaux de vote un peu partout, qu'on puisse y accéder assez facilement, et aussi que le matériel de vote soit accessible. S'il y a besoin de stylos, il faut qu'il y ait des stylos. S'il y a besoin d'enveloppes, et il y a toujours besoin d'enveloppes, il faut les enveloppes. Il faut que tous les bulletins soient accessibles, directement dans le bureau de vote. C'est important, sinon comment est-ce qu'on peut voter? S'il y a que le bulletin du parti au pouvoir, comment est-ce qu'on peut voter pour les opposants? C'est pas possible, le vote ne peut pas être libre. Donc c'est important. C'est important de le noter, c'est important de le rappeler pour avoir les conditions, toutes les conditions pour un vote libre. Il y a aussi l'accès à l'inscription sur les listes électorales. Évidemment, si on ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales, si on ne peut pas changer, s'inscrire correctement sur les listes électorales quand on déménage, ou quand on devient majeur, ou ce genre de choses, quand on obtient la nationalité, donc la citoyenneté, bref, comment est-ce qu'on peut voter librement si on n'est même pas inscrit correctement sur les listes électorales et qu'on ne peut pas accéder à l'inscription sur les listes électorales? Ça doit se faire assez facilement, ça doit être possible gratuitement pour tous. C'est important. Si on n'est pas inscrit, on ne peut pas voter.
Également, le droit fondamental de vote doit être protégé par une juridiction suprême, par la juridiction suprême du pays même, voire par plusieurs juridictions suprêmes s'il y en a plusieurs dans le pays, ou aussi au niveau international. Bref, le droit de vote est un droit fondamental, et toutes ces conditions-là doivent être protégées, garanties par une juridiction suprême, notamment en cas de litige. S'il y a de nombreux électeurs, ou même un seul électeur, qui a des problèmes avec une élection, il faut qu'il puisse aller voir un juge. Il faut aussi que ça puisse remonter éventuellement jusqu'au juge suprême qui défendra ce droit fondamental. Donc on a vu que le vote était personnel, égal et secret, on a vu les conditions juridiques et techniques pour que ce vote soit libre, mais il y a d'autres conditions qui sont nécessaires, qui tournent autour de ce vote, ce sont les autres conditions, le pluralisme politique, bien évidemment. S'il n'y a pas de pluralisme, comment est-ce qu'on fait pour voter librement? S'il y a de la répression, comment est-ce qu'on peut voter? Eh bien, il ne faut pas de répression des partis par le pouvoir, c'est évident, parce que sinon on peut pas voter librement, parce que le parti au pouvoir, le gouvernement, voilà, le pouvoir politique, va réprimer les opposants, et donc le vote ne pourra pas être libre, puisqu'on ne pourra pas voter pour les personnes pour qui on aurait pu voter normalement, parce que, elles ont été réprimées, ces personnes. Donc pas de répression des partis, pas de répression politique dans le pays, c'est une condition importante qui n'est pas liée au vote directement, mais qui est forcément importante pour avoir des candidats, et donc avoir un vote libre. Autre condition encore, les élus doivent obtenir le pouvoir, c'est évident. La décision doit être suivie des faits obligatoirement, parce que si le vote n'a pas de condition, ce n'est pas un vote, c'est un sondage, c'est une consultation, ce n'est pas un vote, et donc ce n'est pas un vote libre. Si les personnes ont été élues, eh bien elles doivent obtenir le pouvoir. Si une décision a été prise par référendum, alors elle est suivie des faits. La décision doit être effective, obligatoirement. Sinon c'est que c'était pas un référendum, sinon c'est que c'était pas une élection, c'est que c'était une consultation, un sondage. Alors que non, c'est pas le cas. Et bien sûr, toutes ces autres conditions sont plus difficiles à garantir que les conditions juridiques et techniques. Mais ces conditions sont aussi essentielles. Si une de ces conditions n'est pas valide, le vote n'est pas libre. Donc ensuite, on a aussi l'accès à une information de qualité. Évidemment, c'est essentiel, l'accès équitable aux médias par les candidats. Aussi la liberté de la presse et d'expression. Évidemment, si on ne peut pas s'exprimer correctement, si la presse n'est pas libre, eh bien le vote ne pourra pas être libre car on ne pourra pas suffisamment se renseigner, on n'aura pas accès à des informations impartiales sur les candidats et le scrutin. Donc pour les électeurs. Alors, bien sûr, là je parle des électeurs. Donc les candidats doivent pouvoir défendre leur position dans les médias de façon équitable, c'est notamment le respect d'un temps de parole équivalent. La presse doit être libre, on doit pouvoir s'exprimer librement et avoir accès à des informations impartiales sur les candidats et le scrutin. Car un vote sans conscience n'est pas un vote libre. Si on ne peut pas être renseigné sur les conditions du vote sur les candidats, comment est-ce qu'on pourrait voter librement, comment est-ce qu'on pourrait voter en conscience? Eh bien, c'est pas possible. Donc pour un vote libre, il faut avoir accès à une information de qualité. Le financement est équitable aussi et transparent. Oui, transparent, le financement des partis doit être équitable et transparent. Ça implique bien sûr la vérification par une autorité indépendante, voire plusieurs autorités indépendantes, car s'il y a des financements qui sont pas équitables, pas transparents, il pourrait y avoir des candidats, des partis qui soient suravantagés par rapport à d'autres, justement à cause de finances qui sont, par exemple le parti du gouvernement qui pourrait être surfinancé de façon donc inéquitable, et pouvoir ainsi faire des meetings, mettre des affiches partout, et donc forcément avoir peut-être, en tout cas c'est fort probable, plus d'influence, plus de perspectives, de moyens de se faire connaître, et donc de se faire élire, de se faire voter. Donc le financement doit être équitable et transparent avec une vérification par une autorité indépendante ou plusieurs. Attention également aux manipulations des circonscriptions électorales, ça c'est important car le parti au pouvoir peut décider de changer les circonscriptions électorales pour qu'elles correspondent mieux à leurs électeurs. C'est-à-dire que pour gagner plus de circonscriptions, donc plus de députés, ils pourraient changer les circonscriptions pour faire en sorte que là où il y a beaucoup d'électeurs à eux, eh bien on en mette un petit peu dans la circonscription d'à côté, et comme ça peut-être qu'on peut réussir à gagner les deux. Vous voyez, on manipule un peu, on essaie de découper la France d'une certaine manière, ou le pays un peu importé, c'est pas la France, c'est pareil dans tous les pays, on découpe de telle manière à ce que les populations qui sont en faveur de notre parti, eh bien soient représentées de façon majoritaire dans le plus de circonscriptions possible. Et ce découpage des circonscriptions électorales, peut être manipulé par le pouvoir en place. Donc il faut l'éviter. Comment? Avec, bien sûr, une commission du découpage des circonscriptions électorales qui soit indépendante, ou au moins en partie indépendante du pouvoir, et prenne ses décisions sur le découpage de façon indépendante, avec des données qui sont pas liées aux forces politiques, mais qui soient des données démographiques, géographiques, et qui soient pas, politiquement orientées.
On a encore d'autres conditions, et on va les voir maintenant bien évidemment, ces autres conditions. Donc en plus de ce que je viens de dire, les conditions techniques, juridiques, les autres conditions, on a aussi la compréhension du processus de vote. Évidemment, si on ne comprend pas le vote, donc s'il n'y a pas une éducation civique sur ce qu'est le vote, sur comment est-ce qu'on vote, sur le fait qu'il faut aller voter pour que les décisions ne nous soient pas imposées sans notre consentement, pour qu'on puisse donner notre avis, en fait participer à la décision et éviter qu'elle nous soit imposée sans qu'on ait pu dire quelque chose, même un tout petit peu, hein. Un vote c'est pas grand chose, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà énorme. Et en plus, l'éducation civique, ça concerne le processus de vote, ce que sont les élections, comment est-ce qu'on vote, etc., comment est-ce que la décision est prise, mais aussi tout le système politique, comment est-ce qu'il fonctionne, et bien sûr, sur les candidats, sur les questions qui sont posées, on a une éducation civique qui doit être faite, on doit pouvoir expliquer les questions, les enjeux des questions, notamment pour les référendums. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, mais qui est bien sûr plus difficile à contrôler, hein. Les élections doivent être également à intervalles réguliers, parce qu'évidemment, s'il y a une élection tous les 50 ans, eh bien, le parti majoritaire, il est libre pendant 50 ans, et ton vote n'est pas vraiment libre si tu votes qu'une fois dans ta vie. En fait, il faut des élections à intervalles réguliers, pour que le consentement soit renouvelé envers le pouvoir. Pour moi, ça doit être au maximum tous les 10 ans, pour les élections. Pour les référendums, c'est autre chose, mais pour les élections, c'est au maximum tous les 10 ans. Enfin, d'autres droits politiques doivent être garantis dans le pays. Évidemment, il faut pouvoir avoir le droit d'opinion, le droit de pétition, le droit de manifestation, de réunion, de grève, etc., etc. Il faut que ces droits politiques soient défendus, garantis dans le pays, soient autorisés tout simplement déjà, de base. C'est important, c'est même essentiel pour pouvoir exprimer son opinion, et pouvoir ensuite en débattre, en discuter, et ainsi, ça concourt à un vote libre. Une vie politique saine dans le pays concourt à un vote libre. Il y a encore d'autres choses, la justice doit être indépendante, évidemment, parce que sinon, quand on va vouloir contester une élection qui est, disons, un peu bancale, on suspecte un bourrage d'urne, ou qu'il y a une élection qui soit pas conforme, eh bien, si la justice n'est pas indépendante, eh bien, ça ne sert à rien. Parce que c'est très bien d'avoir des conditions juridiques, des conditions techniques, mais si, quand elles sont pas respectées, il y a personne pour les sanctionner d'une façon indépendante, eh bien, ces conditions, c'est du vent. D'où l'importance d'une justice indépendante. Le contexte social doit aussi être stable. Je m'explique, je veux pas dire qu'il faut que tout le monde soit riche, qu'il n'y ait pas de pauvreté, si, ça c'est problématique aussi, mais c'est pas ce qui est essentiel. Ce qui est plus important dans le contexte social, et ce que j'entends par contexte social, c'est pas l'absence de grève non plus, évidemment, mais c'est l'absence de conflits armés dans le pays, de façon générale, pas de guerre civile, pas de conflit social important dans le pays qui bloque l'accès au vote et à un vote libre. Aussi des zones de non-droit, de guerre civile, de gangs qui sont partout avec des armes, eh bien ça crée une pression énorme, et ça empêche les gens d'aller voter librement, parce qu'ils se sentent menacés, aussi. Ça peut être le cas. À cause d'une mafia aussi. À cause d'un gang, d'un cartel. Si dans son quartier on ne peut pas aller voter sans qu'il y ait un cartel qui nous regarde par-dessus notre épaule pour qui on vote, ça pose de gros problèmes, on est d'accord. Et s'il y a la guerre et qu'on n'ose pas se rendre au bureau de vote de peur de se faire bombarder, évidemment, le contexte social ne permet pas des élections libres, un vote libre. En temps de guerre, on va pas forcément voter, le pouvoir en place s'occupe déjà de la guerre, et donc les votes sont pas possibles, les bureaux de vote ne sont pas accessibles, on n'a pas la possibilité d'organiser des élections équitables, libres, pour tout le monde. C'est normal, mais ça ne veut pas dire que ça doit rester le cas, il faut pas entretenir des guerres juste pour rester au pouvoir. Ça c'est un autre problème, évidemment, le contexte social doit redevenir stable. Mais encore, peut y avoir d'autres conditions, d'autres contextes qui empêchent un vote libre, mais ici, on a quand même vu la grande majorité, et je vous propose de revenir là-dessus. Donc déjà, pour qu'il y ait un vote libre, il ne suffit pas d'avoir le droit de vote pour que le vote soit libre. Ça c'est important. C'est vraiment important à retenir. Le droit de vote ne signifie pas vote libre. Ce n'est pas suffisant. Il y a plein de choses, on en a vu plein aujourd'hui des conditions. Des conditions dont je n'ai pas parlé avant. Des conditions où je suis pas rentré dans les détails. Mais vous voyez bien qu'on peut faire un bingo, mais qui n'est pas vraiment un bingo, puisque là il faut remplir toutes ces cases-là pour que le vote soit libre. Il faut que le vote soit personnel, et soit égal, et soit secret. Avoir des procédures uniformes et claires, et préalablement définies bien sûr. L'accès gratuit au droit de vote ou aux conditions d'accès au droit de vote, un accès à la candidature, l'administration électorale indépendante, un dépouillement transparent, des bureaux et un matériel de vote accessible, l'inscription sur les listes électorales qui soit possible et accessible pour tous, un droit fondamental protégé par un juge suprême, le pluralisme politique, donc pas de répression politique, pas de répression des partis dans le pays,
Les élus doivent obtenir le pouvoir, les décisions doivent être suivies des faits, c'est évident. L'accès équitable aux médias pour les candidats, les informations impartiales sur les candidats et le scrutin pour tout le monde et pour les électeurs en particulier, la liberté de la presse qui doit être garantie, la liberté d'expression, les droits politiques, attention aussi aux circonscriptions électorales, au découpage des circonscriptions électorales. Le contexte social doit être ok, il doit être stable, plus ou moins stable, assez stable, il ne peut pas y avoir de grandes guerres dans le pays, sinon on ne peut pas accéder au bureau de vote, il y a d'autres problèmes. Le financement doit être équitable, il doit être transparent, il doit être contrôlé aussi. Il y a une compréhension du processus de vote, donc de l'éducation civique qui doit être mise en place, des élections à intervalles réguliers, une justice indépendante, tout ça c'est important. S'il y a une de ces cases qui n'est pas validée, eh bien le vote ne peut pas être considéré comme libre. Si le vote n'est pas égal, est-ce que le vote est libre? Pas vraiment. S'il n'y a pas d'accès à la candidature, eh bien ça ne marche pas. S'il n'y a pas de liberté d'expression, c'est compliqué. Toutes ces conditions sont réellement importantes et elles doivent être toutes remplies pour que l'élection soit réellement libre, pour que le vote soit libre. Donc je vous laisse vous imprégner bien de toutes ces conditions, les avoir en tête. C'est important, quand vous irez voter, vous vous direz, est-ce que réellement toutes ces conditions sont bien remplies? Est-ce que le vote est bien secret aujourd'hui? Oui. L'administration est-elle bien indépendante? Oui. Ok, le financement est transparent? Il est équitable? Tiens, je vais m'intéresser un peu à ça, je vais aller voir, est-ce que le financement, comment c'est vérifié? Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, allez voir sur internet comment est-ce que c'est fait. Normalement, en France, c'est à peu près bon. Normalement, toutes les conditions sont remplies. Je dis bien normalement, car je ne sais pas ce qu'il adviendra après cette vidéo. Mais bref, vous avez les bases. Alors on va pouvoir passer à la suite. Après les élections, on va parler, bien sûr on a parlé du contexte ici, on va parler de l'influence du contexte de façon plus large, et ici on parlera la prochaine fois de l'influence du calendrier électoral sur la vie politique. C'est important aussi, hein. Les élections doivent être intervalles réguliers, mais aussi selon le calendrier électoral, selon quelle élection arrive avant l'autre, selon si elles sont en même temps ou pas, et bien ça peut avoir une influence sur la vie politique et sur les votes des électeurs et donc sur les résultats. Mais ça, on le verra dans l'épisode 54, dans l'épisode prochain. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode important en fait, hein. Le dernier épisode sur les élections, c'est quand même toutes les conditions pour un vote libre, donc c'est important. Merci de mettre un pouce bleu, d'en discuter dans les commentaires ou sur Discord. Merci de toujours suivre Parlons Constitution après autant d'épisodes, mais on a vraiment plein de choses à voir, toujours très intéressantes, hein. Pas les vidéos, si bien sûr les vidéos je déconne, mais c'est des sujets qui sont très intéressants. Je vous remercie encore, c'était Elsker, et à bientôt.